Je me présente, Marc Brachet, chargé de mission au sein d'Alès Mariapolis, l'agence de développement économique. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire que nous avons décidé d'organiser en partenariat avec l'incubateur de l'IMT Minales. Donc, pour se substituer aux habituels petits déjeuners d'innovation que nous faisons en période normale, effectivement, et que nous avons dû suspendre depuis la mise en place d'une part du confinement et maintenant des mesures post-confinement. L'idée étant de pouvoir continuer à vous apporter toujours un peu d'informations via ce format de webinaire. Donc, nous allons être amenés à vous en proposer plusieurs dans les semaines qui viennent. Donc, on vous enverra très prochainement un programme plus détaillé de ce webinaire. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, nous les co-organisons entre l'Agence de développement économique Alès Mariapolis et l'IMT Minales. Donc, nous avons avec nous Muriel Durand de l'IMT à qui je vais laisser la parole pour dire quelques mots. Et après, je reviendrai rapidement sur les quelques règles pour la tenue de ce webinaire. Donc, Muriel, si tu veux dire quelque chose. Oui, donc également bonjour à tous et bienvenue. Donc effectivement, Muriel Durand, je suis chargée d'affaires à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Et donc nous accompagnons, comme vous savez, des projets innovants et technologiques en lien avec les thématiques de recherche de l'école des mines. Et effectivement, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on co-organise les petits déjeuners d'innovation avec Alès Mariapolis. Et donc ce matin, c'est une première sur ce webinaire en visioconférence pour un nouveau format dans ces nouvelles circonstances. Donc, bienvenue à tous. Merci Muriel. Donc, avant de passer la parole à notre intervenant, Walid Lamsalak du bureau RISCRIS, juste pour vous rappeler les modes de fonctionnement du webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions-réponses via l'outil de chat que vous trouverez soit sur Zoom dans l'onglet Converser, soit pour les gens qui sont sur le Facebook Live directement par les questions Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions ou nous faire des remarques via l'outil de messagerie. Et moi, je les retransmettrai à Walid qui pourra essayer de répondre au mieux. Donc, pour ce premier webinaire, nous avons effectivement décidé d'aborder le sujet du plan de continuité d'activité. C'est un sujet qui nous a semblé opportun puisqu'effectivement, on a pu se rendre compte avec le phénomène du Covid que la préparation à la continuité d'activité était quelque chose de primordial. D'une part, pour voir quelles étaient les activités essentielles à maintenir lors effectivement d'une problématique type épidémie, mais également qui peut se poser dans la région, notamment avec des problématiques de risques naturels, d'inondation ou autres. Donc, du coup, je vous propose d'en passer la parole à Walid qui va nous faire la présentation et on reviendra en fonction des questions qu'il pourrait y avoir. Walid, à toi la parole. Bonjour à tous, donc, je suis Walid Lamsalak, je suis ravi de participer à cette première qui est totalement dans le sujet d'actualité, donc c'est d'autant plus intéressant pour moi. Je remercie Alès Mariapolis et l'école des mines d'Alès pour cette organisation. C'est vrai que c'est une première qui colle parfaitement aux pratiques actuelles avec la pratique du télétravail en période de crise. Donc l'objectif pour moi, ça va être vraiment de vous présenter la mise en place de la continuité d'activité, de la reprise d'activité avec les bonnes pratiques et surtout me focaliser sur des techniques d'élaboration beaucoup plus que sur un aspect théorique. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Walid Lamsalak, dirigeant du bureau d'études RISCRIS. Le bureau d'études RISCRIS est organisme de formation également à Alès, donc depuis maintenant 5 ans. Nous avons une antenne à Garon et une petite antenne également à Bordeaux, dans la thématique évidemment des risques majeurs et de la gestion de crise, de la qualité, hygiène, sécurité, environnement à l'entreprise, et dans les mêmes thématiques, donc l'organisme de formation. Les objectifs et les livrables durant cette demi-heure, 3/4 d'heure, je vais vous présenter le plan de continuité d'activité, le PRA, donc avec les définitions et les éléments qui le composent, la mise en place de ce PCA avec des étapes d'élaboration qui peuvent peut-être vous paraître un petit peu théoriques dans un premier temps, mais l'objectif pour moi, c'est également de vous transmettre un guide pratique que l'on va parcourir ensemble en fin de webinaire, de manière à ce que vous puissiez avoir sous les yeux un guide vraiment pratique et pragmatique d'élaboration du plan de continuité d'activité. Évidemment, je serai là pour répondre aux questions relatives à ces thématiques.
cette thématique qui touche de près la gestion de crise. Donc, n'hésitez pas, même si c'est des questions qui sont relatives à la gestion de crise et qui ne concernent pas à 100% la continuité, nous pourrons y répondre. Si vous avez des questions, je sais qu'il y a Marc qui peut les recenser. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à les poser et je ferai le lien à ce moment-là. Parfait. Je vais commencer par la résilience. C'est un terme que vous avez tous entendu, notamment dans les médias, ou même aujourd'hui, ça fait partie des éléments que l'on demande dans une société aux entreprises. La meilleure définition pour nous, c'est celle de Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre français, qui dit que la résilience, c'est naviguer dans les courants, donc pouvoir parcourir les courants et résister justement à différents événements. La définition initiale vient de la physique, avec la résilience des matériaux. Vous savez, lorsqu'on met à l'épreuve une barre métallique, sa résilience, c'est sa capacité à revenir à l'état initial. L'UNISDR, donc un organisme très connu en gestion de crise, définit la résilience comme la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposée au risque de résister, d'absorber, d'accueillir et de corriger les effets d'un danger. Évidemment, tous les types de dangers auxquels on peut être confronté dans une organisation. Je vais souvent parler d'entreprise par habitude, mais le sujet concerne toutes les organisations. Ça pourrait être une société, une collectivité. On peut parler de résilience, de continuité d'activité vraiment dans tous les domaines. Donc, quand je me focalise parfois sur la thématique des entreprises, ayez vraiment à l'esprit que c'est quelque chose qui peut être déployé de manière beaucoup plus large. Pourquoi se préparer au pire? Évidemment, donc là, on sort d'une crise majeure qui a été le coronavirus. Il y en a eu bien avant. Vous avez ici les principales que l'on a recensées. 2009, grippe A H1N1. En 2001, nous avons eu l'explosion de l'AZF qui a aussi remis en cause beaucoup d'éléments en prévention des risques, qui a généré beaucoup d'obligations. World Trade Center en 2001, évidemment, 1910, les crues de la Seine. Cette crue de la Seine que l'on redoute encore actuellement parce qu'on redoute la crue centenale. Évidemment, maintenant, chaque année, on redoute une crue importante au niveau de la Seine. Je parle de la Seine, mais évidemment, nous sommes nous-mêmes dans un territoire confronté à certains risques que l'on va développer tout à l'heure. On pourra faire le focus sur certains risques. Toutes les entreprises peuvent être concernées par un risque majeur, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective, comme on l'a vécu actuellement. Pourquoi se préparer au pire? Dans un premier temps, il y a eu des obligations, notamment pour les sociétés relatives aux finances, avec ce qu'on appelait la loi Sarbanes-Oxley, une seconde loi qui s'appelle la BAL 2 pour les banques, le domaine des assurances avec le Solvency 2, et toutes les entreprises qui sont concernées de près ou loin par des normes. Je pense à l'ISO 9001 par exemple, l'ISO 14000, toutes les normes relatives à la sécurité comme la directive MAS. Ce qui est important, c'est de prendre en compte que la continuité d'activité est souvent une demande dans ces normes. Et la question que l'on retrouve souvent, c'est la question de l'obligation. Est-ce que nous sommes obligés de faire un plan de continuité d'activité? Est-ce que je suis obligé de posséder un plan de reprise d'activité? La réponse est non. Le PCA et le PRA est obligatoire uniquement pour les OIV, les opérateurs d'importance vitale, donc notamment les entreprises de l'alimentation, de l'énergie, des transports. On pense évidemment à la SNCF par exemple, aux hôpitaux dans le domaine de la santé, qui ont pour obligation d'avoir un plan de continuité d'activité. Les choses peuvent évoluer prochainement avec ce que l'on a vécu récemment. En revanche, même si ce n'est pas une obligation réglementaire, sachez que c'est une très très bonne pratique. Par rapport au coût de mise en œuvre, c'est vraiment une thématique qui est vraiment vitale pour les sociétés. Est-ce qu'on peut couper les micros? C'est pas grave. Pourquoi se préparer au pire? Léonard de Vinci nous a dit que ne pas prévoir, c'était déjà gémir. Évidemment, si on ne prépare pas une situation à laquelle on peut être confronté, il va falloir imaginer le pire parce que sans préparation, nous n'aurons pas les moyens et les réponses adaptées.
Se préparer au pire pour communiquer et rassurer auprès des investisseurs lorsque la société en a, la maison mère lorsque c'est un groupe, les différents dirigeants, les organismes financiers et les assurances qui sont intéressés et qui prennent vraiment en compte une entreprise qui a un système de management de la continuité d'activité lorsqu'il faut analyser les dossiers, l'opinion publique par rapport aux différentes images. Ça rassure le personnel, les fournisseurs et les différents prestataires, et évidemment les clients. Les clients, on va voir que lorsque l'on veut évoquer la continuité d'activité, ce sont les interlocuteurs principaux et c'est surtout pour eux que l'on met en œuvre une démarche de continuité d'activité. Si on parle de continuité d'activité, c'est parce qu'il y a des événements qui peuvent toucher notre structure et notre structure va être touchée notamment par des événements majeurs. Il est important pour moi de vous présenter l'équation du risque majeur. L'équation du risque majeur, c'est d'abord un aléa qui représente l'événement. L'aléa, c'est l'élément déclencheur de cette équation du risque. Quand on parle d'aléa, c'est notamment, on peut parler d'aléa inondation, aléa feu de forêt, sismique, ou le coronavirus que l'on vient de vivre, c'est un aléa. Cet aléa, il faut le multiplier par les enjeux. Imaginez le coronavirus justement sans enjeux, notamment sans les humains. L'équation du risque, elle serait nulle. Ça a été justement une action, une stratégie de l'État qui a voulu une distanciation sociale pour que justement ces enjeux ne soient pas regroupés et qu'ils ne présentent pas pour cette équation du risque un élément important. Cette multiplication, donc c'est le risque. Lorsqu'on multiplie l'aléa fois l'enjeu, il y a un paramètre à prendre en compte qui n'est pas sur cette diapositive, c'est les différentes vulnérabilités à prendre en compte. Donc ça pourrait être l'aléa fois les enjeux fois les vulnérabilités. Plus on est vulnérable, plus on a un risque qui est important. Moins on est vulnérable, moins le risque est important. C'est pareil pour l'aléa. Imaginez une inondation ou un feu de forêt sur une zone qui n'est pas habitée. On va prendre en compte le risque de manière minime. Harun Tazieff, un célèbre volcanologue, lui définit le risque majeur comme un événement qui se produit dont l'immensité du désastre fait que la société est totalement dépassée. Sa définition, lui, qui résulte également de la confrontation et de l'enjeu, le mêle directement aux capacités de réponse de la société, et plus une société a une capacité de réponse, moins évidemment le risque sera important. Donc le risque majeur, c'est vraiment un accident d'une gravité très élevée, et d'une probabilité d'occurrence qui est en général plutôt faible. Les conséquences de ces risques majeurs, une inondation par exemple va impacter une zone géographique. On va avoir d'abord un impact humain que l'on redoute, un impact économique sur les sociétés, sur l'ensemble de ce territoire, pas que les sociétés d'ailleurs, et évidemment un impact organisationnel et technique, avec par exemple la fermeture des routes, certains accès bloqués, certains fluides comme l'électricité ou l'eau qui ne sont plus disponibles et qui ne nous permettent plus de travailler. Et le rôle de ce plan de continuité d'activité, c'est d'amoindrir l'impact économique en permettant une organisation et une technique avec des éléments redondants qui nous permettent de continuer. Walid, oui. Je me permets juste, on a une remarque dans le cadre des échanges, du chat avec les participants, d'Émilie Andorno, donc du PETR d'Uzège, qui nous dit que pour avoir le risque, à multiplier également à prendre en compte également l'occurrence de l'événement pour pouvoir mesurer bien le risque. Totalement, c'est la probabilité d'occurrence. Plus on aura un aléa fort, plus on aura des vulnérabilités importantes et une occurrence importante. Ça va nous donner le score final d'un risque. En revanche, le risque majeur, c'est vraiment l'aléa et les enjeux. Il se traduit en général par une occurrence faible, parce que, imaginez justement un territoire comme le nôtre, on est soumis à des risques majeurs très régulièrement, mais ça n'empêche pas que ce soit des risques majeurs. D'accord ? Quand je parle de risques majeurs réguliers, je parle de feux de forêt, de risques d'inondation ou d'autres risques. L'objectif principal de ce PCA, donc, réduire l'impact économique à travers l'organisation et la technique qui nous permettront justement de continuer de reprendre une activité.
l'aspect humain et l'impact humain sera pris en compte dans d'autres plans de gestion des risques que l'on va évoquer rapidement tout à l'heure. Les différents risques naturels auxquels une organisation peut être confrontée, on parle d'inondations, d'avalanches, feux de forêt. Les inondations, évidemment, les épisodes cévenols ou méditerranéens ici, sont des éléments qui font que l'on pousse les entreprises à vraiment avoir une démarche, un système de management de la continuité d'activité, parce que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Nous sommes vraiment sur un territoire qui connaît régulièrement des événements majeurs. C'est important de se préparer à ces événements majeurs. Nous avons tous connu certains épisodes cévenols ou méditerranéens qui nous ont bloqué, par exemple, les accès avec Nîmes, notamment avec la 2x2 voies qui a été bloquée à la hauteur de la Calmette. Imaginez par exemple que les camions soient bloqués. Nous aurons rapidement des problématiques de logistique. C'est quelque chose que l'on doit prendre en compte, d'autant plus que c'est un risque aujourd'hui que l'on arrive à anticiper à travers les bulletins météo qui sont de plus en plus précis. Les avalanches, je passe pour notre domaine. Le feu de forêt qui est une thématique importante parce qu'elle peut avoir des conséquences sur notre organisation, notamment avec des ruptures d'électricité. Les mouvements de terrain, risques sismiques, éruptions volcaniques, tsunamis, sécheresse, tempêtes et cyclones. Les risques technologiques, un élément important également sur notre territoire, avec une industrie qui est assez forte, assez marquée, avec un risque de rupture de barrage qui nous concerne, le risque nucléaire qui concerne facilement une très grande partie du territoire national, et notamment le risque de transport de matières dangereuses qui, lui, concerne quasiment toutes les entreprises, parce qu'on parle de transfert de matières dangereuses du moment où nous avons accès par des véhicules, quels qu'ils soient, ça peut être des trains, des camions, des fourgonnettes, etc., qui transportent de la matière dangereuse, il peut y avoir un événement redouté qui serait un incendie, une explosion de ce véhicule avec notre activité qui se retrouverait paralysée. Les risques épidémiologiques, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de m'étaler là-dessus. Nous sortons d'une catastrophe, d'une crise épidémiologique majeure, le coronavirus, qui a bloqué d'abord une partie du globe, puis l'ensemble quasiment du monde. Donc, à travers cette épidémie, cette pandémie, je pense qu'il est important de revoir un petit peu toutes les pratiques liées même à la continuité d'activité, où en général on se focalisait sur des scénarios qui pouvaient nous concerner. Je pense que dans l'aspect anticipation aujourd'hui, nous devons avoir une vision qui est beaucoup plus globale, parce que tout à l'heure on va évoquer justement un réseau de maillage d'entreprises qui fait qu'à travers un événement quelque part sur le territoire, nous pouvons être concernés par les effets dominos et les conséquences inhérentes. Les risques sociétaux, attentats, malveillances qui font également partie de notre actualité, et les grèves, par exemple, j'évoque les gilets jaunes qui ont bloqué l'économie il y a quelque temps. Ils ont bloqué l'économie d'une ampleur qui était assez importante. Malheureusement, la plupart des entreprises qui n'étaient pas préparées à la continuité d'activité se sont retrouvées bloquées. Il y avait techniquement des solutions à mettre en place pour amoindrir les conséquences de ces différentes grèves. Et je pense que finalement, à travers cette pandémie, nous allons pouvoir repartir sur des bases plutôt saines dans cette approche du risque. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait de continuité de reprise d'activité, évidemment, certaines entreprises étaient très concernées et avaient une démarche de continuité. Malheureusement, la plupart des TPE, PME avaient l'impression qu'ils étaient totalement déconnectés, que ça ne les concernait absolument pas à travers leur société qui avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes. Là où j'insiste, c'est que c'est vraiment une démarche qui concerne toutes les entreprises à partir de quelques salariés et qui n'est pas vraiment coûteuse car on va se consacrer surtout et dans un premier temps sur de l'organisation. Les différentes vulnérabilités, l'indisponibilité par exemple d'un collaborateur dans une entreprise. Là, je sors de la thématique des risques majeurs. On est dans une entreprise qui fonctionne. Il faut savoir que nos propres vulnérabilités peuvent avoir des conséquences sur la continuité d'activité et nous pouvons aborder ce plan et cette organisation sans forcément évoquer le risque majeur. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons
évoquer deux approches sur le risque majeur, une qui est directement relative au scénario de crise et une autre qui est plutôt une approche liée aux conséquences et aux indisponibilités que je vais avoir dans ma structure. La deuxième que je viens d'évoquer, celle de l'indisponibilité, beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, on va faire un état des lieux de notre structure, on va recenser toutes nos vulnérabilités et nous allons mettre en œuvre des solutions curatives et palliatives pour reprendre notre activité et la continuer. Donc, l'indisponibilité des collaborateurs, par exemple, c'est des vulnérabilités, la défaillance d'un fournisseur, qui serait un fournisseur principal pour nous, la perte d'un client, un client qui serait majeur, notamment avec la loi de Pareto qui nous dirait que 80% du chiffre d'affaires serait réalisé par 20% des clients. Imaginez une défaillance chez ces clients, nous aurons une perte majeure du chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une réflexion qui peut être menée en profondeur et qui va nous permettre de mettre en place des actions intéressantes pour la vie de l'entreprise au quotidien et sur la stratégie d'entreprise, pas uniquement sur la thématique des risques. La société est de plus en plus interconnectée avec des réseaux de maillage. Les entreprises échangent beaucoup. Nous travaillons à travers de la connexion Internet, des différents fluides qui font que notre aspect technique qui a vraiment évolué récemment nous rend aussi de plus en plus vulnérables car nous attendons une disponibilité importante des éléments qui composent l'entreprise. Imaginez aujourd'hui une structure fonctionner sans Internet, ce serait quasiment impossible ou alors ce serait possible juste l'espace de quelques heures ou d'une journée. La prise en compte des effets dominos, je vais évoquer rapidement un événement naturel technologique, un risque NATEC, on appelle ça un événement NATEC, c'est un événement naturel qui engendre une catastrophe technologique. Je pense à Fukushima il y a quelques années, qui est parti d'un séisme. Ce séisme a créé un tsunami. Ce tsunami a engendré des pertes d'électricité sur les structures. Sur une structure notamment qui nous intéresse, c'est la centrale nucléaire. La perte d'électricité a engendré un arrêt du refroidissement, une surchauffe et une explosion. Là où j'en viens, et là où je veux en venir, c'est que il est important de se focaliser sur la perte d'électricité, par exemple, les éléments qui peuvent être défaillants dans ma structure, donc les éléments vitaux dans ma structure. J'évoquais tout à l'heure l'indisponibilité des moyens. Mais ce qui est aussi important de faire pour mettre en place des actions de prévention, c'est d'analyser les risques afin d'imaginer des actions sur l'électricité. Si j'avais pu faire une analyse des risques majeurs sur ce territoire, il ne me fallait pas grand-chose pour imaginer que l'on était sur une zone sismique et qu'il y avait potentiellement un risque de tsunami. Évidemment, une source électrique qui serait en rez-de-chaussée, donc vulnérable à ce tsunami, serait quelque chose de très dramatique pour ma structure. Pourquoi anticiper? Pour prévenir, anticiper les différentes solutions qui seraient compatibles aux activités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque activité, il y a des éléments qui sont compatibles, que ce soit pour l'aspect productif, pour l'aspect service. Tous les domaines d'activité ont des solutions adaptées dans la continuité d'activité. Nous aurons des solutions pour chaque budget, des solutions qui permettent de revoir l'organisation complète et de mener une réflexion stratégique sur le long terme, qui permettent de réduire l'impact d'un événement comme je viens de le voir avec Fukushima. Et évidemment, l'objectif, c'est de se diriger vers une résilience. La définition du PCA, c'est la gestion de continuité d'activité par un processus de management qui identifie les menaces potentielles d'une organisation et les impacts de ces menaces sur mon organisation, afin de construire une résilience de cette organisation qui est couverte par un plan. Alors, on appelle ça un plan, c'est des procédures documentées, et je préfère finalement parler de management de la continuité d'activité plutôt que de plan. Je vais en revenir tout à l'heure, mais dans l'idéal, on ne déclenche pas un plan de continuité d'activité, c'est vraiment une méthodologie que l'on a pour répondre à toutes les situations délicates qui impactent mes organisations.
dans l'idéal, cette crise que l'on vient de vivre, on ne déclenchait pas un plan de continuité d'activité. On faisait en sorte de répondre aux besoins. D'abord, c'était peut-être mes fournisseurs qui étaient défaillants. Comment je peux répondre à ces fournisseurs? Ensuite, des moyens humains qui étaient indisponibles, notamment avec d'abord la fermeture des écoles. Comment je fais pour répondre à cette problématique? Et c'est une montée en puissance relative et directement liée à mes défaillances plutôt qu'un plan que l'on déclenche comme un plan incendie, par exemple, un plan de gestion du risque incendie, où on va déclencher une alarme et on va avoir des fiches réflexes qui vont directement liées à ce risque incendie. Deux éléments importants qui composent la continuité d'activité, c'est le PRA et le PSI. Quand on parle de continuité d'activité, il faut imaginer vraiment que le terme continuité a un rôle important, c'est-à-dire que l'activité ne s'arrête pas, absolument pas. On va voir que dans une organisation, évidemment, lorsqu'il y a un événement majeur, nous sommes obligés d'arrêter quelque activité. Ce que l'on veut, nous, c'est qu'il y ait finalement ce fil qui nous maintient à la vie, cette continuité d'activité qui peut être que de 5-10% de mon activité globale, qui fait que je garde le contact avec mes clients et ensuite, je peux planifier la reprise à la normale et notamment avec le PRA, qui lui est un sous-ensemble du PCA, qui nous permet de planifier la reprise d'activité, d'accord? Avec des mesures très concrètes, notamment par exemple aux machines, aux éléments que je veux avoir à mettre en œuvre directement liés à cette machine. Si je pense reprendre une machine sur un secteur, il faut imaginer que pour cette machine, il me faut de l'électricité, il me faut de la matière première. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit et c'est un plan qui est très détaillé, le PRA. Associé au PRA, et notamment le PSI, et aujourd'hui, le PSI, on pourrait l'intégrer directement dans la continuité d'activité parce que sans secours et sauvegarde informatique, aujourd'hui, la plupart des entreprises travaillent avec l'informatique. On peut imaginer que sans informatique, la continuité d'activité ne peut pas avoir lieu. On va en parler tout à l'heure, mais il est important de se rapprocher des personnes compétentes dans ces thématiques pour pouvoir faire un état des lieux de la sécurité informatique, des éléments que j'ai à disposition, des données que j'ai et des données que je ne souhaite absolument pas perdre pour reprendre rapidement mon activité. L'articulation en gestion de crise du PCA, nous avons ici un triangle, mais il faut plutôt imaginer une pyramide. Tout en haut, nous avons la gestion de crise qui s'appuie sur la thématique de l'activité, d'abord sur le PCA, qui lui met en œuvre et s'appuie sur du PRA et de l'informatique, et qui doit avoir au sein de son plan un socle métier avec des compétences pour pouvoir mettre en œuvre ce PRA. Alors des compétences et des moyens. Si je parle de pyramide, c'est qu'il y a un aspect qui est important à prendre en compte, c'est l'aspect psychologique de cette gestion de crise. Nous étions plutôt sur une crise longue, avec un impact qui a pu être dramatique, évidemment, pour les personnes directement touchées par le coronavirus. Mais la plupart des gens avaient une certaine distance avec cette crise. Évidemment, on nous a obligés la distanciation sociale, on a dû rester chez nous, on a dû fermer certaines activités. Il y a l'aspect psychologique qui est à prendre, qui est très important, mais qui est totalement différent, par exemple, d'une usine en feu, de mon usine qui prend l'eau, d'un accident qui ferait que j'ai plusieurs décès dans ma structure, avec notamment des personnes clés. L'aspect psychologique, il est important à prendre en compte parce que la personne qui va devoir gérer cette crise, et notamment ce PCA, sera différente de la personne qui va gérer l'événement qui est directement lié à l'incendie. C'est une personne qui va être détachée, qui va devoir gérer la crise sous l'aspect continuité d'activité et je suis là pour que mon entreprise continue à vivre. En parallèle, il y a la gestion de crise directement liée à l'événement, l'inondation, le feu, la malveillance, peu importe. Et il faut que je puisse être un petit peu détaché, mais pas totalement, parce que, évidemment, on travaille ensemble, mais moi, mon principal objectif, c'est la continuité d'activité. J'en parle ici, je mets vraiment le doigt dessus parce que
c'est quelque chose qui peut paraître pas tellement important quand je l'évoque, mais vraiment lorsqu'on a une situation de crise directe, immédiate et spontanée, on va se focaliser sur l'événement, l'incendie, sans forcément prendre en compte la continuité d'activité. Alors qu'il est primordial de garder le contact avec mes clients, mes fournisseurs, même si, j'exagère, l'usine est en feu, il faut que la personne qui est en charge de cette continuité d'activité puisse se détacher et répondre aux besoins de l'entreprise. L'environnement du PCA en gestion de crise, je passe rapidement certains plans qui concernent le PCA, notamment le plan communal de sauvegarde, car c'est lui qui met en œuvre les éléments de gestion de crise sur un territoire, le PPMS qui concerne les écoles, les industries qui sont concernées par les plans d'opération internes, les plans particuliers d'intervention, nous sommes plutôt sur du risque industriel et technologique, les plans bleus et les plans blancs pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, les plans d'urgence pour toutes les entreprises et le fameux document unique que vous avez tous entendu récemment en tant que chef d'entreprise ou responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement, car suite au coronavirus, nous avons dû mettre le document unique à jour, notamment par rapport aux actions que l'on a mis en œuvre pour la continuité d'activité. Je pense au télétravail ou la réorganisation des postes de travail. Toujours dans l'articulation, ce que j'évoquais tout à l'heure, nous avons le PCA qui est finalement en parallèle de la malveillance, de la sûreté, des plans anti-pollution, des différents plans d'urgence. Mais par contre, c'est le seul qui est concerné par tous ces plans. Parce que tout ce qui va impacter mon entreprise, il y a des plans spécifiques à chacun de ces événements, mais le plan, lui, est là pour répondre à la continuité, à la reprise d'activité de tout ce qui va concerner ma structure. L'objectif ultime, je commence par la fin. Donc, c'est éviter, comme dit Patrick Lagadec, la disqualification immédiate lorsqu'un événement m'impacte. Je me focaliserai directement sur ces 5 thèmes qui sont l'élément majeur finalement de ce webinaire, avec la main-d'œuvre, le milieu, la méthode, le matériel et la matière. Je vais l'évoquer régulièrement. Ce qui est important, c'est de faire ce découpage au sein de ma structure. Quelle est ma main-d'œuvre? Dans quel milieu je travaille, géographique? Les méthodes que j'ai en place, donc les procédures par exemple, le matériel que j'ai à disposition et qui est vital pour moi, et la matière que j'utilise. Alors c'est la matière au sens large que j'utilise pour pouvoir alimenter justement mon activité. Je passe maintenant à la mise en place de ce PCA. Je le disais dès la première page, en parallèle de ce PowerPoint, nous vous transmettrons un guide d'élaboration qui est très pragmatique et qui reprend notamment tous les aspects que je vais évoquer ici. D'abord, je m'entoure d'une équipe qui est à l'écoute et qui a l'expérience et qui a l'habitude de travailler ici par rapport notamment à l'historique de l'entreprise. Je m'entoure de personnes compétentes dans l'aspect juridique, je m'entoure d'aspects administratifs d'RH et évidemment d'aspects métiers. Les principales étapes: identifier les objectifs et les activités essentielles de mon entreprise. Je détermine les attentes et les attentes de sécurité et de sûreté de ces activités essentielles. Et là, nous allons aborder 2 solutions. Soit j'appréhende les risques, je définis des scénarios et je mets en place une continuité d'activité pour chaque scénario. Soit, et c'est celle que je conseille, je fais une approche par les conséquences. J'imagine une rupture de mes moyens en interne et je mets en place une solution par rapport à cette rupture à cette approche par les conséquences. On appelle ça une approche par les indisponibilités de mes moyens. Évidemment, je définis une stratégie de continuité et je mets en œuvre le PCA. J'implique la direction avec une politique de système de management de la continuité d'activité. Je mets en place un leadership PCA avec une équipe qui va gérer le PCA. Et évidemment, il faut l'engagement de toute l'équipe dirigeante et des encadrants. Les principales actions, dans un premier temps, je prends en compte l'historique de mon entreprise, les objectifs, les valeurs de mon entreprise, la stratégie et l'environnement.
Quand je parle de stratégie, c'est est-ce que je souhaite me déployer dans les 5 prochaines années dans certains territoires? Est-ce que je souhaite embaucher? Est-ce que je souhaite acheter des machines? C'est important parce que ces éléments vont directement impacter les besoins de continuité dans les différents découpages que je vais faire au sein de ma structure. L'objectif de cette analyse, définir un PCA qui va être cohérent dans ma structure, c'est-à-dire je ne fais pas un copier-coller. On sait très bien que si je n'ai plus d'électricité, je vais pouvoir éventuellement prendre un groupe électrogène. Mais ce que je veux, c'est que je puisse avoir des éléments cohérents et directement adaptés à mes besoins. J'identifie les parties prenantes, je liste les besoins et les attentes de ces parties prenantes. Je liste les exigences légales et contractuelles que j'ai avec mes partenaires et mes clients. D'abord, je vais devoir appréhender le PCA sous différentes formes, sous la forme organisationnelle, fonctionnelle et physique. Ce découpage, je veux savoir si je traite le PCA pour mon groupe, pour mon usine, pour ma direction, pour mon service. Je dois définir un périmètre. Je peux très bien mettre en place un PCA que pour un service qui est important dans mon entreprise, ou alors pour une direction, pour une usine ou pour un groupe. Je peux avoir un PCA avec l'approche fonctionnelle. Je veux un PCA pour ceux qui ont l'habitude du système de management de la qualité uniquement sur un processus, ou alors je veux une continuité d'activité que sur un produit. On peut également avoir un PCA sur un découpage PCA et un périmètre PCA sur une zone physique directement liée à une zone d'implantation ou à un emplacement. Ça pourrait être un hangar, une unité de fabrication, une zone géographique pour ceux qui ont des antennes dans différentes zones géographiques au niveau national ou international. Imaginez par exemple pour le coronavirus, une entreprise qui aurait une antenne ou une filiale en Chine pourrait très bien imaginer mettre en œuvre un PCA que pour cette filiale. J'identifie les objectifs et les activités essentielles de ce périmètre, avec notamment des ateliers de réflexion, du brainstorming, des audits, des expertises qui me permettent de connaître mon contexte économique, les principaux enjeux. Est-ce que mon risque à moi, c'est vraiment la concurrence, les appels d'offres, les parts de marché? Ce que l'on souhaite ici, c'est identifier les objectifs dans notre périmètre que nous avons au préalable identifié. Quelque chose de très intéressant à mettre en œuvre pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est que ça peut être fait de manière très rapide. Point de vue système management de qualité, c'est très important. Et pour l'approche continuité d'activité, c'est vital. Je fais une cartographie de mon entreprise. D'abord une macro-cartographie. Je veux savoir quels sont les éléments externes à mon entreprise qui impactent mon activité avec un listing de tous les clients, de tous les fournisseurs, de toutes les parties prenantes. Ensuite, je fais une cartographie micro, c'est-à-dire je zoome sur mon activité et sur chacune des activités avec un découpage par processus et surtout les fameux 5M de chacun des processus. Donc, pour tel processus ou pour tel service ou pour tel produit, il me faut tel moyen, telle main-d'œuvre, tel matériel, tel produit. La phase d'après, c'est de chiffrer le coût direct et indirect d'un événement qui va impacter mon activité. Alors, soit j'ai l'aspect et l'approche scénario, risque, aléa, et je vais devoir chiffrer le coût d'un événement, soit j'ai l'approche interruption d'activité, c'est celle que l'on préfère, et je chiffre le coût direct et indirect d'une interruption d'activité. Évidemment, c'est important, parce qu'à travers ça, nous allons déterminer un budget pour la continuité et la reprise d'activité. Si on achète une machine parce qu'elle est vitale dans mon activité, qui coûte beaucoup plus cher que le coût d'une interruption, évidemment, ça n'en vaut pas le coup. Par contre, si nous avons ensemble, en comité de direction, défini un budget qui est cohérent par rapport au coût de l'interruption et que cette machine finalement est absorbable dans ce coût, évidemment, nous allons
nous mettre en sécurité par rapport à cette vulnérabilité et acheter une seconde machine, par exemple. On appelle ça le Business Impact Analysis, prévoir les conséquences, collecter les différentes informations et faire vraiment une analyse de l'impact de l'interruption sur mon activité pour savoir quelles sont les activités les plus critiques de mon entreprise. Une fois que j'aurai analysé les coûts, évidemment, je vais devoir faire une cotation de faible à critique de mes criticités qui pourrait s'appuyer par exemple sur une durée, notamment si ce service ou si telle activité ou si telle machine est arrêtée pendant 48 heures, je peux être sur une fonction critique si celle-ci est vitale pour moi parce que de 0 à 48 heures, le coût de l'arrêt va être important. Si je peux me permettre de l'arrêter pendant un mois, nous allons plutôt être dans les fonctions faibles avec une priorité qui est moins importante pour la continuité et la reprise d'activité. J'alimente un tableau comme celui-ci avec mes activités essentielles qui correspondent directement au coût de l'arrêt, mais aussi à l'image de cette activité. Si par exemple je suis une entreprise qui est dans un domaine spécifique et que les clients, je pense par exemple au commerce, on sait très bien que dans le milieu du commerce, l'image du commerçant est importante parce qu'il y a l'aspect qui est lié aux habitudes qui font que l'on va chez ce commerçant. Si on touche à l'image de l'entreprise, c'est vraiment un élément que l'on peut intégrer dans la cotation de cette activité. Et on pourrait avoir finalement une activité essentielle qui n'est pas coûteuse en termes d'arrêt, mais qui a un impact sur mon organisation qui est importante. Dans ce tableau, donc, nous avons les activités essentielles avec les priorités de reprise. Et ce que je veux savoir, ce que je veux recenser, c'est les ressources critiques associées à cette activité essentielle. Si je mettais une première ligne production de tel produit ou de tel service, je veux avoir et connaître pour cette activité essentielle quels sont les éléments critiques qu'il me faut, c'est-à-dire finalement les éléments minimums pour pouvoir faire tourner cette machine, pour pouvoir répondre à ce service. Donc la main-d'œuvre, le milieu, est-ce que j'ai besoin finalement de 20 mètres carrés à tel endroit? Quelle matière il me faut? Quel matériel il me faut? Quelle procédure il me faut pour pouvoir répondre à cette activité essentielle qui est prioritaire pour moi? Donc on mesure les conséquences d'une interruption à travers les coûts et les effets dominos qu'il peut y avoir en interne chez moi, parce que l'arrêt d'un service peut avoir finalement un impact indirect qui fait qu'un autre service va s'arrêter dans les prochains jours. Donc, je dois analyser les flux et les interconnexions qui sont dans mon entreprise et les interconnexions qui sont liées à l'extérieur de mon entreprise. Et je leur demande à eux également, finalement, un PCA parfait, ce serait un PCA qui est réalisé dans ma structure, mais qui est également en lien avec le PCA de mes clients et de mes partenaires. Car si en interne, j'ai besoin de tel produit ou de telle matière pour pouvoir travailler, si mon PCA m'assure que je peux faire le lien avec mon fournisseur, mais que par contre, mon fournisseur, lui, n'a pas un PCA efficace qui lui permet de répondre à mes besoins, je vais finalement avoir une difficulté à mettre en œuvre mon PCA. Exprimer les besoins et les exigences de reprise à la normale. Donc là, il y a des termes un petit peu barbares, mais qui sont vraiment importants dans la thématique de la continuité, notamment la perte de données maximale acceptable. Tout à l'heure, je parlais d'aspect informatique. C'est important de travailler avec votre responsable sécurité informatique ou avec votre prestataire de services informatiques et de connaître, de savoir quelle redondance vous voulez par rapport aux données que vous exploitez, quel pourcentage d'interruption vous êtes prêt à avoir par rapport à l'aspect informatique. Ensuite, vis-à-vis du tableau précédent où on avait nos activités essentielles, je vais devoir me poser une question vitale. Quelle durée d'interruption maximum je peux accepter? Et là, ça se fait à travers des questionnaires, un travail de groupe, et on va imaginer et
identifier pour chacun des services et des activités une durée d'interruption maximale acceptable. Pour un service, ça va être une journée, pour d'autres, ça va être une semaine, pour d'autres, ça va être 3 semaines. Et évidemment, on va par la suite en déduire la continuité et un planning de reprise d'activité. Pour ceux qui ont l'aspect un peu plus technique, notamment avec des machines-outils ou des machines où il faut un certain laps de temps entre le redémarrage et la productivité, on va évoquer le délai maximal de reprise technique, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas parce que j'allume la machine aujourd'hui qu'elle va être efficace aujourd'hui. Peut-être que j'ai des réglages à prendre en compte, peut-être qu'il va me falloir attendre que cette machine chauffe correctement pour éviter des problématiques de qualité. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments très spécifiques à prendre en compte, car une personne qui n'aurait pas l'habitude de travailler avec ces machines pourrait vous dire, écoutez, dans la reprise d'activité, nous avons imaginé le redémarrage de telle machine aujourd'hui, donc elle va être efficace aujourd'hui, ce qui ne serait pas le cas dans certains cas. Les interdépendances internes et externes, je le remets souvent, parce que pour cette machine, pour pouvoir relancer cette machine, je vais avoir besoin d'éléments qui seraient vitaux dans la reprise d'activité. Sans ces éléments, sans le service RH qui va me mettre à disposition des personnes compétentes, sans les services techniques qui vont me fournir l'électricité, sans avoir la personne qui est en contact avec les fournisseurs pour avoir la matière, je vais avoir du mal à reprendre cette activité. Donc, on fait vraiment une relation avec les interdépendances internes et externes vis-à-vis des différentes exigences et des reprises d'activité. Nous avons un schéma comme celui-ci qui est tiré du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, Sûreté nationale, avec, dans un premier temps, la première phase verte qui est la gestion du risque, l'élaboration du PCA que l'on fait, ce qu'on appelle en temps de paix, donc en fonctionnement normal, en vue de préparation d'un sinistre. À travers ce sinistre, vous allez voir les différents termes barbares que je vous ai évoqués. Nous allons avoir une première période de flottement en pointillé où je vais avoir ma vraie continuité d'activité. C'est-à-dire, je vais répondre aux premières durées maximales d'interruption acceptable. C'est-à-dire, celui qui m'a dit le service ou le produit qui a une interruption acceptable minimale, c'est-à-dire quelques heures ou quelques journées. Et ensuite, du moment où je me suis focalisé sur cette continuité d'activité, je me focalise sur la reprise d'activité avec un échelonnement des différentes étapes en fonction des différentes interruptions acceptables que j'ai pu recenser. Donc, tel service au bout d'une semaine, tel service au bout d'une semaine et demie. Et évidemment, en fonction, j'y associe mes différents moyens. Nous avons dans un premier temps un tableau comme celui-ci, avec une activité de production qui aurait un impact financier. De 0 à 4 heures, j'ai une conséquence qui est faible. Jour 1, faible. Jour 2, moyen. Jour 3, fort. Je voudrais peut-être, là le curseur, c'est à chaque entreprise de le placer, reprendre mon activité à partir du jour 2, par exemple, pour l'aspect production. Donc, en fonction, je vais mettre en œuvre mes différents moyens. Je dois vérifier l'aspect contractuel avec l'assurance, mes clients, les délais que j'ai dans les contrats clients, les différentes priorités de mes clients, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à tous mes clients. Donc, à travers ça, je vais également devoir mettre des priorités au sein de mes clients, à travers, par exemple, des indicateurs satisfaction client que certains mettraient en œuvre et d'autres non. Évidemment, l'aspect réglementaire, ce qui est important, c'est que si j'imagine, par exemple, le télétravail, est-ce que mes salariés sont en sécurité en télétravail? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir travailler à domicile? Est-ce que si j'envisage de délocaliser mon site sur un autre site pour la continuité d'activité, est-ce que finalement, il n'y a pas un aspect réglementaire lié au bâtiment à prendre en compte? Je dois prendre en compte les différentes certifications, normes ISO 9001, 14001 par exemple, et les différentes exigences clients. J'apprécie les risques. Donc, le terme apprécier les risques, ce n'est pas analyser les risques, car sur cette norme qui est relative à la continuité d'activité, on parle vraiment d'appréciation des risques.
Je veux vraiment identifier les événements non souhaités qui peuvent impacter mon entreprise, les caractériser et les évaluer et les traiter. Je passe rapidement parce que je vois l'heure qui défile. À travers ça, j'établis des scénarios de crise pour prioriser ces scénarios. Un petit exemple, un incendie qui touche un site ou une partie du site qui le rend indisponible, je vais devoir imaginer une continuité d'activité par rapport à ça. Un risque sanitaire, des mouvements de grève, une panne informatique. C'est une approche qui est intéressante car vous allez mettre en œuvre des mesures de prévention. En revanche, dans la continuité d'activité, elle est délicate parce qu'il faudrait imaginer toutes les conséquences relatives à tous ces scénarios. D'où le conseil que je vous donne d'avoir vraiment une approche qui est directement liée aux indisponibilités, comme on va le voir tout à l'heure. Je peux avoir un schéma comme celui-ci, avec du côté gauche tous les événements climatiques, météorologiques, sismiques qui vont m'engendrer un événement redouté, qui sont donc les événements naturels. Ensuite, j'ai des moyens de prévention pour faire face à ces événements naturels. J'ai des moyens de protection pour amoindrir le risque. Et si malgré tout j'ai l'arrêt, je veux la continuité de ces 5 M. Main-d'œuvre, milieu, méthode, matériel et matière. On fait une cotation de ces risques à travers une matrice que tout le monde connaît, gravité, fréquence, pour pouvoir les coter. Elle n'est absolument pas obligatoire. Je décide de la réaction à tenir face au sinistre. Est-ce que j'ai un seuil de déclenchement PCA? Qui le déclenche et comment je le déclenche? Ces seuils de déclenchement sont importants à travers les différentes indisponibilités des moyens que j'ai recensés. En revanche, je le répète, dans l'idéal, on ne déclenche pas un plan de continuité d'activité. C'est vraiment un management que l'on a directement lié à la continuité d'activité qui fait que finalement, plus le scénario empire, plus je mets des moyens et des solutions face à ces aléas. Plusieurs choix sont à faire pour répondre aux exigences métiers. Donc, je repère et je spécifie les délais de reprise tolérés. J'investis dans des moyens de secours. J'imagine une relocalisation du site de secours, par exemple. Le site de secours, c'est juste imaginer, par exemple. Moi, par exemple, qui ai une activité qui est purement dans des bureaux, je pourrais imaginer travailler, par exemple, dans des locaux de coworking ou imaginer un partenaire qui pourrait m'héberger pour pouvoir continuer mon activité chez lui. Sauf qu'il va falloir évidemment que je pense à tout l'aspect informatique que je devrais relocaliser chez lui en cas d'événement, notamment lié au périmètre de sauvegarde, par exemple, dans les clouds, etc. Définir les exigences pour les ressources nécessaires au PCA, les ressources internes. Important de recenser les vulnérabilités liées aux compétences. Est-ce que je n'ai pas des compétences clés dans des services ou des activités clés qui seraient finalement vulnérables car elles ne sont pas nombreuses. Donc j'analyse le nombre, les disponibilités et le taux de recouvrement de ces compétences. J'analyse les contrats par rapport aux ressources externes, les disponibilités et les coûts. Par exemple, si je décide de louer un groupe électrogène à l'année pour qu'en cas d'événement, une inondation par exemple, je puisse avoir ce groupe électrogène dans les 2 heures ou dans la demi-journée pour relancer mon activité et la continuer, il faut que je vérifie les contrats et la disponibilité qui me permettra à tous les coups d'avoir ce groupe électrogène et finalement que ce groupe électrogène ne soit pas fourni à quelqu'un d'autre à ma place. Je dois réaliser un arbitrage technique et budgétaire. Évidemment, si les moyens que je mets en œuvre pour la stratégie de continuité d'activité coûtent plus cher que mon coût, évidemment, ça n'en vaut pas la peine. Donc, je reviens à la diapo où j'évoquais justement le coût et le BIA. C'est important de définir un budget en fonction vraiment de l'impact relatif à l'interruption d'activité. L'approche par les 5 M, on peut très bien avoir oublié les quelques diapositives relatives au risque et faire un focus sur les 5 M. C'est-à-dire ma main-d'œuvre,
si elle est indisponible ou si, en termes de qualité, je manque de compétences, je peux très bien avoir un tableau comme celui-ci pour répondre directement à mes différents besoins liés au 5e. Donc, lorsqu'on m'a contacté pendant le coronavirus pour avoir certaines informations relatives à la continuité d'activité, ma principale réponse, c'était de dire non, ce n'est pas le moment de faire un PCA et de rédiger un PRA. En revanche, ce que tu peux faire, c'est de dresser un tableau avec tes activités essentielles, les activités que tu veux reprendre rapidement, les fameux 5e que vous avez sous les yeux en face de ces activités essentielles, l'indisponibilité, la durée et comment je peux faire pour répondre à cette indisponibilité ou à ce manque de qualité. Alors, quand je parle de qualité, c'est le qualité au sens large, manque de compétences, etc. Les différents livrables que l'on attend lorsqu'on rédige un PCA, évidemment, c'est la liste des métiers et leurs différentes criticités, l'identification des métiers et processus critiques, l'identification des personnels sous-traitants relatifs à ces processus critiques, les scénarios de risque qui peuvent impacter ma structure et, évidemment, en face, les éléments de prévention que je vais intégrer, un échéancier de remise en fonctionnement, on est directement dans le PRA, l'identification des moyens de relocalisation si c'est toute une zone géographique qui est impactée, les modes de fonctionnement des processus critiques avec du personnel réduit, donc des backups du personnel, comment je fais pour travailler avec un minimum réduit de personnel pour telle activité. Mais on se pose également la question pour l'établissement. Est-ce que mon établissement qui est impacté, je ne peux pas finalement imaginer délocaliser mon activité à 200, 300 mètres, 1 km pour pouvoir travailler sereinement. Si je fais une aparté pour un événement majeur qui était les Gilets jaunes, la crise commençait surtout à la fin de la 2x2 voies où tout était bloqué. On aurait très bien pu imaginer des solutions de continuité d'activité qui faisaient que les principales livraisons qui devaient arriver jusqu'à mon site ici à Alès, au centre-ville ou aux alentours, soient livrées quelques kilomètres en amont et à moi de gérer finalement des lauréats à travers ce lieu de livraison qui, lui, n'était pas bloqué. Et évidemment, un document opérationnel PCA avec des fiches réflexes, car chacun doit savoir ce qu'il a à faire en cas de mise en œuvre de la continuité d'activité. Ces fiches réflexes avec l'alerte, la prise de décision, l'analyse des informations et les différentes évolutions, tenir une main courante pour alimenter le rétexte et le retour d'expérience, et évidemment aussi l'aspect juridique qui peut être directement lié. L'aspect communication interne et externe qui est très, très, très important dans la continuité d'activité. Je dois vraiment maintenir une communication avec mes salariés et avec toutes les parties prenantes externes, mes clients, mes partenaires, de manière très étroite pour pouvoir les rassurer et également, eux, pourront éventuellement me rassurer. Le droit du travail, c'est un élément primordial en continuité d'activité. Ça a alimenté les débats de nombreuses fois pendant le coronavirus. La responsabilité de l'employeur en matière de sécurité, si je délocalise, si je permets le télétravail. Donc le droit des salariés, le droit de retrait, la gestion des absences, les remplacements, la rémunération qui pourrait évoluer, le télétravail, les transports. Est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je dois utiliser les transports en commun, par exemple? Le volet administratif, les pertes d'exploitation sans dommage, les différentes assurances à prendre en compte avant l'événement. Et après, la relation étroite avec la commune, avec la directe, les différents organismes, CCI, le chômage technique que je peux mettre en œuvre, la responsabilité civile de l'auteur de l'événement si c'est un incendie relatif à un accident, par exemple, sur site, à une mauvaise manip, les différents fonds d'indemnisation. Je garde des preuves du sinistre avec des photos, des attestations, des sapeurs-pompiers, par exemple, si c'est un incendie. Dans la mise en œuvre, évidemment, j'intègre mon PCA dans le processus global de gestion de crise de mon site. Je mets en œuvre la technique et l'organisation de manière à ce que ce soit un document et des éléments vivants, c'est-à-dire que si je veux vraiment
me focaliser sur un système de management de la continuité d'activité, il faudrait presque que je l'imagine en attribuant et que j'y pense en attribuant des congés, par exemple, à mes salariés. Tu me demandes un congé, est-ce que finalement il y a quelqu'un pour prendre ton rôle si on doit mettre en œuvre un management de la continuité? Alors, ça va très loin, ça peut être compliqué évidemment pour les TPE, PME, mais je l'évoque pour ceux qui pourraient ou qui ont envie vraiment de se focaliser et d'avoir une continuité d'activité optimale. Un plan de communication et surtout un plan de test, c'est-à-dire je teste mon PRA et mon PCA de manière fictive, je fais des scénarios ou alors je fais des mini-audits. J'imagine qu'un fournisseur est défaillant, j'imagine que je n'ai plus d'électricité, j'imagine que mes salariés ne peuvent pas se rendre sur mon site et j'imagine donc la conduite à tenir par rapport aux différents cinquièmes de mon activité et je pose la question à mes collaborateurs, est-ce que chacun sait ce qu'il doit mettre en œuvre? Et l'objectif des fiches réflexes, c'est que chacun soit au courant des différentes actions à effectuer en cas de déclenchement du PCA. L'objectif des tests, je passe rapidement, comme tous les exercices, ils sont importants à mettre en œuvre pour tester la fiabilité du plan que nous avons mis en œuvre. Cette diapositive est finalement très importante. On sort d'une crise majeure. Ce serait dommage de ne pas alimenter, de capitaliser sur les bonnes pratiques que vous avez mis en œuvre au sein de votre structure. Donc, je capitalise sur tout ce que j'ai mis en place, que ce soit lié au RH, lié à l'aspect hygiène, lié à l'analyse des risques, à la mise à jour de mon document unique. Ce que l'on veut ici, c'est s'appuyer sur des événements passés, des accidents, sur l'actualité pour alimenter mon PCA. Lorsque dans l'actualité internationale, on a un événement que l'on appelle un signe noir, c'est-à-dire un événement que l'on ne connaissait pas qui se produit, par défaut, je dois imaginer cet accident sur mon site et mettre à jour ma continuité d'activité par rapport à cet événement que finalement on n'avait pas pris en compte. J'ai terminé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe le document, donc le guide pragmatique? Ça va me prendre juste 2-3 minutes. Pour l'instant, il n'y a pas eu on n'a pas de questions spécifiquement qui sont arrivées. N'hésitez pas effectivement à les poser des questions-réponses et je ferai remonter à Walid ou également pour ceux qui sont sur le Facebook Live, n'hésitez pas à nous poser vos questions qu'on essaiera de partager. Merci déjà en tout cas pour ces premières présentations qui étaient très claires. Et du coup, peut-être je te laisse nous présenter le guide. Pour rappel, ce qu'a dit Walid tout à l'heure, donc le guide qu'il va nous présenter vous sera communiqué par la suite. Donc je pense que pour les gens qui étaient inscrits via Zoom, nous pourrons vous le transmettre par mail et après on le mettra également en téléchargement via notre site web. Je te relaisse la parole, Walid. Tu me confirmes que vous avez sous les yeux le guide? Alors non, il n'apparaît pas pour le moment, je ne le vois pas. Non, je reprends. Je reprends. C'est bon, ça apparaît. Donc, mon objectif, c'était vraiment de vous transmettre un guide pragmatique pour ceux qui sont sur les différents réseaux, LinkedIn, etc. J'ai pu faire, moi, de mon côté, aussi une analyse des différents guides qui étaient proposés. Ce que je regrettais, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'actions très précises et donc de vrais guides pragmatiques à mettre en œuvre. On était souvent sur des aspects très théoriques, un peu comme je viens de passer sur le PowerPoint. Donc l'objectif, c'est qu'en parallèle de ce PowerPoint et de cette présentation, vous puissiez vous appuyer sur ce guide qui est finalement assez succinct et qui vous permettra de mettre en œuvre une première démarche relative à la continuité d'activité. Donc je vais directement aux éléments qui nous concernent. Nos cinquièmes. Donc j'identifie le périmètre. Ce que je veux, je le répète, je ne suis pas obligé de faire une démarche continuité d'activité ou un plan de continuité d'activité sur tout mon site.
je peux choisir un service, un produit, une filiale. Une fois que j'ai identifié ce périmètre, je liste tous les fournisseurs, les sous-traitants et les clients qui impactent ce service, cette activité. Je liste en interne tous les 5 M qui impactent cette activité ou ce périmètre. Donc les produits, les services, le matériel, le milieu, les matières, la main-d'œuvre et les méthodes. On est vraiment dans une phase d'état des lieux. À travers cet état des lieux, je définis mes activités essentielles dans ce périmètre. Donc je les cote, ça peut être par exemple avec l'aspect financier, les différentes pertes, ça peut être, je le disais tout à l'heure, par rapport à l'image, ça pourrait être par rapport à un volume qui est important à transmettre à mes clients. Donc vraiment cette approche, c'est vous qui la définissez. Je fais une cotation de 1 à 4 par rapport aux criticités, aux conséquences qu'il va y avoir, et je renseigne ce type de tableau. Je cote mes activités essentielles, donc ici je les mets de manière hiérarchique, et je mets en face mes différentes ressources, main-d'œuvre, milieu, matière, matériel. Donc production de tel produit, pour ma main-d'œuvre, c'est monsieur et madame un tel, pour mon milieu, c'est telle zone, tel endroit, telle matière, tel matériel et telle méthode, pour pouvoir travailler sereinement et produire tel produit. Pour la paie, par exemple, je dois sortir les paies de manière obligatoire en fin de mois. Il me faut tel élément pour effectuer cette action. Ensuite, après cet état des lieux, je continue et je fais des mini-interviews pour recenser le fameux délai maximum d'interruption acceptable et la perte de données maximale acceptable. Je renseigne un tableau comme celui-ci où je veux, par activité, les missions clés, les chiffres clés, l'organisation, la saisonnalité et les périodes critiques. C'est important parce que dans ma continuité d'activité, finalement, si c'est en hiver et que mon activité est critique, cette activité est critique surtout l'été, mon tableau et mon tableau de reprise d'activité va évoluer évidemment. Donc le PDMA et le DMIA. Je renseigne les moyens indisponibles en fonction et les moyens disponibles en fonction des gradés, les différentes fonctions et informations vitales pour pouvoir travailler, un historique des sinistres pour pouvoir mettre en œuvre une méthodologie de prévention et de gestion des risques, et évidemment un retour d'expérience et des bonnes pratiques des événements passés. J'organise la continuité d'activité par rapport à 3 tableaux, pardon. Activité essentielle numéro 1, j'ai le délai maximal d'interruption acceptable pour l'usinage 1 et 2 de 48 heures et de 2 semaines. Pour l'usinage 1, c'est la machine 1, pour l'usinage 2, c'est la machine 2. J'ai donc des phases de redémarrage directement liées à ce délai maximum d'interruption acceptable et j'ai un tableau qui me permettra de solliciter les moyens et d'anticiper pour la reprise. Donc, si je sais que dans 2 semaines, je dois reprendre ma machine 2, il faut que j'anticipe mes moyens humains pour dans 2 semaines et également tous les autres moyens, que ce soit matériel, milieu. C'est, je crois, l'élément le plus important de ce webinaire, c'est ces tableaux avec le délai maximum d'interruption acceptable, les phases de redémarrage directement liées à ces phases et les 5e associés. Notre conseil, c'est vraiment l'approche par l'indisponibilité qui vous fera gagner du temps, mais ne pas passer à côté de l'analyse des risques qui vous permettra de mettre en œuvre des moyens de prévention et surtout d'imaginer finalement tous les risques qui peuvent impacter ma structure et de pouvoir vraiment gérer l'événement également dans mes autres plans d'urgence qui sont en parallèle de la continuité d'activité. Donc là, nous étions sur la page des différents conseils relatifs à la temporalité. Avant la crise, je prépare mes supports, j'imagine des scénarios de crise. Pendant la crise, j'identifie les impacts et les activités à reprendre au plus vite. Et après la crise, je réajuste mes documents en fonction des différentes contraintes que je n'avais pas anticipées. Je recense les ressources internes, humaines, techniques et financières.
quelle activité mon client souhaite reprendre dans un premier temps. Je relance l'activité si le client est prêt à recevoir la commande et à régler la facture. Évidemment, le problème de la trésorerie, c'était un élément important pendant cette crise du coronavirus et c'est un élément important pour toutes les autres crises. Je dois me poser une question qui est importante. Est-ce que mon client, qui est peut-être dans la même zone, pourra régler la facture de cette commande? Si oui, je lui transmets sa commande. Sinon, peut-être que je vais passer en priorité un client qui, lui, va pouvoir me payer. Alors, c'est particulier ce que je dis, mais évidemment, c'est quelque chose qui est vital pour une entreprise. En parallèle, Ginov, on a vu que de nombreuses entreprises se sont lancées dans la conception, fabrication de masques, d'autres de gel hydroalcoolique. Si je peux innover pour apporter des solutions à la crise et au retour à la normale, je n'hésite pas. Ça va maintenir mon activité en vie, ça va maintenir mes machines en fonctionnement et je serai dans une dynamique qui va me permettre de relancer mes activités non vitales plus rapidement. J'analyse les besoins toujours à J plus 1, plus 2, plus 3, plus une semaine. J'anticipe un nouvel arrêt de l'activité et j'imagine une défaillance de mes fournisseurs, de mes sous-traitants pendant la crise. Des éléments liés aux bonnes pratiques concernant le coronavirus que je peux passer rapidement, relatifs à la sécurité au travail notamment, aux équipements de travail, la mise à jour du document unique. J'insiste sur le fait qu'on a eu de nombreux échanges. Le coronavirus n'est pas a priori un risque professionnel pour les corps de métier qui ne sont pas directement exposés aux risques biologiques. Évidemment, le coronavirus est un risque professionnel pour les établissements médicaux, pour les ambulanciers par exemple, pour d'autres corps de métier directement en contact. Quand j'ai une entreprise relative à la production, j'ai beaucoup de mal à imaginer le coronavirus comme un risque professionnel. En revanche, j'ai mis en œuvre des modifications organisationnelles qui peuvent impacter la sécurité de mon travail. Donc, je mets vraiment à jour mon document unique par rapport à ces aspects techniques organisationnels et aux moyens que j'ai mis en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus. Ça passe à travers des analyses de postes, des missions essentielles. Je fais un état des lieux de ces ressources essentielles. J'anticipe l'approvisionnement de chacune des phases vis-à-vis des différentes reprises, donc les matières premières inhérentes à la production, les éléments relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Je veille à ce que les masques, les gants si j'en utilise, les produits hydroalcooliques, etc., soient disponibles dans les prochains jours. Je définis une stratégie sur le personnel avec de la communication et j'implique tout le monde, toute l'équipe à la sortie de crise. Évidemment, la stratégie technique et organisationnelle, c'est ce que nous avons vu en amont. Pour le coronavirus, elle va s'appuyer sur du marquage au sol, par exemple, sur l'organisation de travail, sur des horaires aménagés. Une grille d'audit que vous pouvez aménager, reprendre, modifier pour l'adapter totalement à votre structure. Elle pourrait ressembler à celui-ci, un découpage pendant le trajet domicile-travail. Ça concerne surtout les grandes villes et les transports en commun. Ensuite, dans l'entreprise, tout ce qui est relatif à l'entrée, à la sortie, rappel des consignes, etc. Le vestiaire, si jamais, l'espace commun, les espaces communs, les bureaux, la gestion des flux et les autres moyens. Est-ce que oui ou non, je réponds aux obligations réglementaires? Est-ce que oui ou non, j'ai quelque chose à mettre en œuvre? Et les commentaires associés. Pour aller plus loin, il y a de nombreux sites, que ce soit pour la continuité d'activité qui propose notamment le SIDSN à laquelle j'ai pu prendre quelques schémas que vous avez vus précédemment. Si c'est directement lié au coronavirus, il y a des sites qui peuvent vous répondre de manière très spécifique, qui ont créé des guides directement adaptés à votre domaine d'activité. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour répondre à vos besoins, vous accompagner dans la démarche de continuité d'activité ou dans la démarche de gestion des risques de manière globale. Merci à tous, j'espère que ça a été clair. Je peux répondre évidemment à vos questions. Walid, merci. Je pense que ça a été clair. Effectivement, on a relativement peu de questions, donc j'imagine que les gens ont bien suivi. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé la présentation très claire. Effectivement, je pense qu'on peut mesurer, au vu de l'actualité récente et
notamment de ce qu'on a pu connaître avec le Covid, l'intérêt d'un tel document au préalable pour pouvoir anticiper justement ces problématiques-là. Et encore une fois, effectivement, même si on espère ne pas avoir à nouveau de crise épidémique dans l'avenir, on n'est jamais à l'abri d'autres types d'événements type risque climatique qui est relativement important dans la région, d'où l'intérêt effectivement de se préparer au mieux et de le faire de manière méthodique comme tu l'as présenté. A priori, donc, il n'y a pas de questions. Donc, ce que je vous propose, on va mettre fin à ce premier webinaire. Comme évoqué, donc on vous transmettra, pour les personnes qui participaient via Zoom, on vous transmettra le guide par mail. Lorsque vous quitterez le webinaire, vous serez redirigé vers un questionnaire de satisfaction que je vais également mettre en ligne via la section commentaires du Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à aller nous faire part de votre intérêt pour ce webinaire et pour d'autres thématiques que nous pourrions aborder par la suite. Également, si vous complétez vos coordonnées, nous pourrons être sûrs de vous transmettre bien les informations et du coup, être sûr que vous ayez bien tous les bons documents. Voilà, Aurélie, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton intervention de qualité qui nous a permis d'y voir plus clair sur ce dispositif. Merci à vous pour cette implication et notamment cette démarche qui est vraiment d'actualité. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est, je pense, important d'imaginer la continuité d'activité au sens large et pas uniquement sous l'aspect coronavirus et risques épidémiologiques. Tout à fait. Alors, j'ai une question effectivement sur les prochains rendez-vous. Donc, on est en train d'affiner le programme des prochains webinaires qu'on vous enverra très rapidement. Sur les prochaines thématiques que nous pensons aborder, a priori, nous allons évoquer les aides financières qui ont été mises en place pour faciliter le rebond suite à la crise impactée par le Covid. Donc, voilà, on fera également une thématique sur tout ce qui est relation avec les banques et les experts comptables. Pour pareil, comment gérer au mieux sa trésorerie et les questions financières. On envisage également de faire un webinaire sur tout ce qui est outils de la performance commerciale et un autre webinaire sur les questions de formation, comment se former dans ces périodes post-confinement et comment faciliter la formation des salariés. Et enfin, un dernier webinaire sur le marketing digital. Donc, on vous transmettra le calendrier qu'on est en train de finaliser. D'ici, je pense, demain ou après-demain, vous aurez tous les éléments pour pouvoir voir ce que nous vous proposons et vous inscrire sur les prochaines réunions. Sur les dates, on vous communiquera les dates. L'idée de faire des webinaires, on en fera peut-être dans l'immédiat un peu plus souvent avant de repartir sur des réunions en présentiel mensuel à partir certainement de la rentrée si on y est autorisé. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Encore une fois, un grand merci à Walid Lamsalek pour cette présentation qui a été très claire. Merci à tous et n'hésitez pas par la suite, même si vous avez d'autres questions, à nous contacter. Vous avez nos coordonnées donc, de l'agence, donc soit par mail ou par téléphone ou via le Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci Walid. Merci à tous. Au revoir.